Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les âmes mortes, écrit par Nicolas Gogol. C'est notre septième je crois, live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir le chapitre 8. Et comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction du live et éventuellement les pauses que j'effectuerai dans ma lecture. De même que si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez vous rendre dans l'onglet playlist, chercher la playlist et si on lisait les âmes mortes, comme ça vous aurez les chapitres précédents et les chapitres à venir. Voili voilou, encore un live assez court ce soir, je vous préviens. Je vais faire 2 fois 12 pages, donc je pense que le live va durer à peu près une grosse heure, un truc comme ça. Une grosse heure, hein, pas une grosse heure, vous m'avez compris. Bref, euh, et du coup, ça sera la dernière lecture de la semaine, mais aussi la dernière lecture, enfin le dernier live pour un petit temps. Et oui, je vous l'ai déjà, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà prévenu lors des lives précédents, mais je vous le redis, je vous l'explicite. Il n'y aura pas de veillée pour moi ce week-end. Ceux qui veulent se rejoindre sur mon Discord, vous pouvez. Je vous fais confiance pour être sympa les uns envers les autres. Donc voilà, si vous voulez veiller sur mon Discord de minuit à, enfin de 21h à minuit environ dimanche soir, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Sinon, on se retrouvera pour la veillée le dimanche 19 du coup. Ouais, c'est ça, dimanche 19. Je devrais être là. Et puis, en ce qu'il s'agit des lives, eh bien, je ne vais plus faire de live jusqu'au minimum, je dirais, le vendredi 17. Vendredi 17 à 21h, il y aura peut-être live de lecture. S'il n'y a pas live de lecture le vendredi 17, alors il y aura live de lecture le mardi 21. C'est quasiment certain, quasiment sûr. Voilà, je vous mets au courant tout de suite. J'essaie de ne jamais faire de pause en plein milieu d'une œuvre. Malheureusement, avec les âmes mortes, j'ai bien des difficultés, étant donné que les chapitres sont soit trop courts et du coup je fais des lives courts, soit trop longs si j'en mets plusieurs et du coup je fais des lives vraiment très longs. Et pour le moment, j'ai décidé de faire des lives courts uniquement pour ménager au maximum ma voix. Et puis là, bah voilà, hasard du calendrier, euh, j'ai pas pu faire autrement que de ne pas être là la semaine prochaine. Donc voilà, je serai pas là pour les rendez-vous habituels, mais je vous tiens au courant et je vous tiendrai au courant de toute manière de mon retour sur Twitch et tutti quanti. Moi, je vais profiter de ces jours-là pour plusieurs choses. Déjà, j'ai quelques obligations, on va dire. Je vais aussi en profiter du coup pour souffler un petit peu. Et puis, je vais en profiter pour travailler sur un projet que je suis en train de faire revivre petit à petit. Un projet que j'avais laissé de côté depuis, je pense, facilement 5 ans, au moins, au minimum. Et puis bah voilà, là je le déterre, j'essaie de le ressusciter. Je travaille sur un jeu de société qui se titre à l'heure actuelle La Nuit des Monstres. Ça sera peut-être amené à évoluer, j'en sais rien. En tout cas, j'ai récupéré mes vieux prototypes et j'ai vraiment fait la grave erreur, la grave grave erreur de ne pas prendre de notes à l'époque. Ce qui fait que j'ai uniquement mes prototypes de cartes, mon prototype de plateau et mes souvenirs. Mes souvenirs de quelques parties test qu'on a pu faire. Donc du coup, avec ça, je vais devoir essayer de rassembler les morceaux du puzzle et de me souvenir quelle était la logique, quelle était la mécanique de mon jeu de société. Ça va être un petit challenge. Et puis, de toute manière, je vais devoir le retravailler, je vais devoir pousser plus loin l'exploration, plus loin les tests, plus loin beaucoup, beaucoup de choses, parce que bah, le projet n'était pas abouti, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est un projet sur lequel je veux m'atteler en cette année et j'espère pouvoir vous proposer un jeu de société avant la fin de l'année ou au moins commencer à vous montrer des choses pour éventuellement une sortie l'année prochaine. Mais c'est vraiment un gros morceau sur lequel j'aimerais travailler et sur lequel je commence à m'investir plus sérieusement ces jours-ci. Et voilà, je vais profiter de ces pauses des lives pour faire ça également. Bonsoir à ceux qui me rejoignent en live, bonsoir secrétaire, bonsoir Zua. Première fois sur ce chat apparemment. Bienvenue, 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 j'espère que tu vas bien, merci de nous rejoindre. Et puis bah écoute, n'hésite pas à me dire
à nous dire d'où tu viens, ça m'interpelle. Du coup, pour ce soir, nous allons lire le chapitre 8 qui fait suite au chapitre 7. Vous avez vu, c'est bien fait. Et qui fait suite à quel événement? Je vais essayer de vous remettre un petit peu dans le contexte de la fois passée. La fois passée, Tchitchikov avait vraisemblablement réussi à parachever son arnaque, son escroquerie, puisque il est allé signer des papiers, signer des contrats avec le président de je sais plus quoi et tutti quanti. Et puis les voilà, soudainement, tous à fêter la richesse promise, on va dire, à Tchitchikov, dans son entreprise très spéciale d'avoir racheté des tonnes d'âmes à des tonnes de personnes différentes, et en essayant de garder le secret au maximum qu'il s'agit d'âmes mortes. Donc du coup, ça va être très particulier parce que pour le moment, je pense qu'on est juste sur un énorme setup, on est vraiment sur une mise en place de l'histoire, et je pense que c'est à partir de maintenant que les péripéties réelles vont arriver et que notre héros va petit à petit rencontrer des difficultés. Je pense. En tout cas, j'espère parce que j'aimerais vraiment bien que l'histoire s'emballe un petit peu maintenant. On est à combien là? On est à 182 pages. Donc autant vous dire que on a fait assez de scènes d'exposition à mon goût. J'ai envie que l'histoire évolue maintenant. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est une œuvre qui n'était pas terminée du vivant de l'auteur. Donc là, on est chapitre 8. On va aller jusqu'au chapitre 11, ce qui compose la première partie qu'avait composé l'auteur lui-même. Et à partir de la deuxième partie, à partir de ce chapitre 12, si on peut dire, ou après le chapitre 11, on sera donc sur des fragments publiés après la mort de l'auteur. Donc, je sais toujours pas si je vais vous les lire en live, ces fragments. Je pense qu'il y a de grandes chances que oui, quand même, parce que je trouverais ça dommage de ne pas aller au bout. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure un petit peu particulier. Cas de figure un petit peu particulier, le fait que l'auteur ait été publié de manière posthume. Je sais jamais trop comment manier ce genre d'œuvre. Parce que à la fois j'ai un peu le sentiment comme ça que c'est pas très respectueux pour les auteurs défunts, qu'on fasse ça quoi. Je sais pas, je sais pas. Secrétaire. Quoique le cycle ne soit pas terminé, il me semble que le premier tome peut être pris en un tout. Ah, donc à ce moment-là, la première partie serait terminée en elle-même, réellement, genre ça serait vraiment un truc qui irait d'un début à une fin, tu penses? Ok. Et du coup, bonsoir Algo, j'espère que tu vas bien. Et du coup, Zua, merci. Merci, je me rappelais plus que tu t'étais abonné, excuse-moi. Mais du coup, merci de prendre part à la discussion, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me reprendre sur ton pseudo si je dis de la merde, hein, si je le prononce mal, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, on va pas bavarder beaucoup plus longtemps, ça sert à rien. J'ai pas envie de faire du contenu à rallonge pour rien. Autant aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est la lecture. Je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre à manger, à boire et à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous passez, je l'espère, un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Parfait, parfait Zua. Du coup, je regarde, je suis curieux. Un follower depuis le 1er février 2022. Ah ouais, ça fait une année. Eh ben, joyeux anniversaire. Secrétaire qui nous apporte quelques détails. Sur le deuxième tome, ce sont des fragments rapportés par ses amis lors des lectures que Gogol put donner. Il avait rédigé le deuxième presque en entier, mais quelques semaines avant sa mort, a décidé de le brûler. Ouais, ok, donc il y a une histoire un peu particulière. Ok, ok. Mais tu vois, c'est exactement ce que j'ai raconté. Il y a une situation comme ça que je trouve un peu délicate. Je suis en mode, si l'auteur a décidé de le brûler quelques semaines avant sa mort, est-ce que c'est vraiment très respectueux de publier quand même ces textes et de les lire et ainsi de suite? Je sais pas, c'est un sujet sur lequel je suis un peu tatillon, qui me gêne un peu quelque part. Je sais pas trop, mais on va voir comment ça se passe. Oui, j'écoute beaucoup tes rediffusions sur YouTube, j'aime beaucoup ta manière de lire. Merci Zua, ça me fait extrêmement plaisir. Non, c'était un accès de folie, nous dit secrétaire. Ah!
Ah, faudrait que j'aille me renseigner peut-être avant d'entamer la deuxième partie. J'irai peut-être lire deux trois infos, comme ça je vous dirai ce que j'ai pu dégager de Wikipédia, parce que vraisemblablement ça sera ma source, désolé. On considère pour le coup que Gogol était réellement fou. Ouais, j'ai déjà lu des trucs comme ça, parce qu'en général, avant d'entamer une œuvre en live, je me renseigne un petit peu sur l'auteur et un petit peu sur l'œuvre en elle-même. Et j'ai lu des choses comme ça, mais du coup, je lirai un petit peu davantage, on va dire, les ressorts, comment ça s'est passé pour la publication des âmes mortes. Comme ça, j'essaierai de vous expliquer bien tout lorsqu'on arrivera à la deuxième partie de son œuvre, qui sont des fragments, et j'ai zioté un tout petit peu pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Et vraiment, on voit que c'est moins fini, on voit que c'est moins précis, moins abouti, tout simplement, moins terminé. Et j'ai vu aussi des gens sur Internet euh, assez unanimement dire que la partie terminée, la première partie, est vraiment, vraiment de bien meilleure qualité que les fragments suivants. Mais en même temps, s'ils n'ont pas été fignolés, forcément, c'est difficile de juger. Enfin bref, du coup, je suis très heureuse, Yua, de tes retours. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on passe sans plus de cérémonie sur la lecture. Hop, on s'installe bien tous tranquille ou tranquillement. Je vais vous lire donc le chapitre 8 ce soir. Je ne ferai qu'une seule pause. Une pause à un moment de pause naturel prévu par l'auteur. Un saut de ligne. Comme ça, vous êtes au courant. Et écoutez, ma foi, nous sommes partis. Je vous souhaite une bonne écoute, Algo, bonne écoute, secrétaire, bonne écoute, Zua. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la pause. Chapitre 8. Les commentaires sur les acquisitions de Tchitchikov allaient leur train. On discuta sur tous les tons l'avantage que présentait l'achat de paysans destinés à la colonisation. Certaines opinions décelaient une connaissance approfondie du sujet. Sans doute, disaient les uns, le Midi est très fertile, on ne saurait le nier. Mais que feront sans eau les paysans de Tchitchikov, car il n'y a pas une seule rivière dans le pays. Ce ne serait encore rien que le manque d'eau, Stepan Dmitrievitch, mais défricher une terre nouvelle sans isba, sans foyer, voilà ce à quoi nos moujiks dépaysés ne se feront jamais. Ils auront bientôt pris les jambes à leur cou, et va-t'en voir s'ils viennent. Permettez, permettez, Alexis Ivanovitch, je ne suis pas de votre avis. Nos Russes se font à tout, s'accommodent de tous les climats. Envoyez-les si vous voulez au Kamtchatka, mais ayez soin de leur donner des moufles bien fourrées. Ils se frapperont joyeusement les mains et à coups de cognée se bâtiront bien vite une isba. Pardon, Ivan Grégorievitch, tu oublies un point important. Quels paysans a acheté Tchitchikov? Des pas grand-chose, sans doute. Je donne ma tête à couper qu'ils sont tous voleurs, ivrognes, fainéants, mauvais boucres. Un propriétaire avisé ne vend jamais ses bons sujets. D'accord, on ne cède jamais que ses brebis galeuses, mais ici commence la morale de l'aventure. Transplantés, ces vauriens peuvent devenir d'excellents sujets. On en a vu des exemples, on en cite même dans l'histoire. Jamais, jamais, répliquait le directeur des manufactures de l'État. Croyez-moi, c'est impossible. Les paysans de Tchitchikov auront contre eux deux puissants ennemis. D'abord, la proximité des provinces petite-russiennes, où, vous le savez, les eaux-de-vie se débitent librement. 15 jours plus tard, je vous l'affirme, ce seront tous des soulards invétérés. Ensuite, l'habitude de la vie errante que tout paysan acquiert au cours de ces transferts. Croyez-moi, l'entreprise ne peut réussir que si Tchitchikov a constamment ses gaillards à l'œil. Il lui faudra les tenir de court, les châtier pour la moindre incartade, les gourmer en personne sur les dents ou la nuque. En personne, voyons, il peut bien laisser cette besogne à son régisseur. Il faut d'abord t'en trouver un. Ce sont tous des fripons, pour la bonne raison que les maîtres négligent leurs affaires. Juste, approuvèrent d'aucuns. Un propriétaire qui s'entend en homme et possède la moindre notion d'agriculture trouvera toujours un bon régisseur. Le directeur émit l'avis que cet oiseau rare demanderait 5000 roubles d'appointement. Le président objecta que 3000 roubles suffiraient. Ou diantre, repartit le directeur,
En dénicherez-vous un à ce prix-là? Dans votre nez, sans doute. Non, déclara le président, mais tout simplement dans notre district. J'ai en vue Pierre Petrovitch Samoïlov. Voilà l'homme qu'il faut à Tchitchikov. Bien des gens prenaient à cœur la situation de Tchitchikov. Le transfert de si nombreux colons les effrayait. On exprima même des craintes au sujet d'une mutinerie possible parmi ces têtes brûlées. Le maître de police traita ces craintes de chimériques. Il appartenait à la police rurale de conjurer le danger. Et une simple casquette de capitaine Ispravnik envoyée sur les lieux suffirait à faire filer doux les croquants jusqu'à leur nouvelle résidence. Pour extirper chez cette canaille l'esprit de rébellion, on proposa alors différentes mesures, les unes assez anodines, les autres par trop sévères et d'une rigueur toute militaire. Le directeur des postes fit remarquer qu'un devoir sacré incombait à Tchitchikov, se conduire en père envers ses paysans, les initier même aux bienfaits de l'instruction. À cette occasion, il vanta fort la méthode d'enseignement mutuel préconisée par le pédagogue anglais Lancaster. Ces sortes d'entretiens passionnaient la ville. Plusieurs personnes poussèrent la sollicitude jusqu'à soumettre à Tchitchikov ses recommandations. Elles lui proposèrent même une escorte militaire pour accompagner la caravane. Tchitchikov déclara que les conseils lui agréaient fort et qu'il en profiterait à l'occasion, mais il refusa catégoriquement l'escorte. Ces paysans étaient de nature pacifique. La perspective du voyage les enchantait. Aucune rébellion n'éclaterait parmi eux. Toute cette agitation eut pour Tchitchikov les conséquences les plus heureuses. Le bruit se répandit qu'il n'était ni plus ni moins que millionnaire. Cette circonstance accrut encore l'affection des citadins à son égard. À vrai dire, c'étaient de braves gens qui s'entendaient entre eux et vivaient à la bonne franquette. Une bonhomie cordiale marquait leurs entretiens. « Aimable ami, Ilya Ilyitch !»« Dis-moi, frère Antipator Zakharievitch. »« Ivan Grigorievitch, ma petite mère, tu nous la bailles belle ?» Au prénom du directeur des postes, Ivan Andreitch, on ajoutait toujours « Sprechen Sie Deutsch, Ivan Andreitch ?» Bref, ils se serraient les coudes. Certains avaient des lettres. Le président savait par cœur la Ludmilla de Joukovski. Alors, dans toute sa fraîcheur, il en déclamait à ravir certains passages, notamment « Le bois sommeille la vallée d'or », où le mot « chute » montrait vraiment la vallée endormie. Pour plus de vraisemblance, il le prononçait en fermant les yeux. Le directeur des postes s'adonnait plutôt à la philosophie, se passionnait pour les nuits de Young et la clé des mystères de la nature d'Eckarthausen. Il lisait ses ouvrages fort avant dans la nuit, et en faisait même de longs extraits qu'il ne montrait à personne. C'était d'ailleurs un bel esprit au langage fleuri. « J'aime orner mes discours », avouait-il. Il les ornait en effet, à profusion, de nombreuses incises telles que « Mon bon monsieur, vous savez, vous comprenez, figurez-vous », en quelque sorte, révérence parlée. Il les fleurissait aussi en soulignant par un caustique clignement d'œil ses allusions les plus mordantes. Les autres fonctionnaires étaient plus ou moins cultivés. L'un avait lu Karamzin, l'autre la Gazette de Moscou. D'aucuns même n'avaient rien lu du tout. Celui-ci était une chiffe que seuls les coups de pied décidaient à agir. Celui-là, une marmotte insensible même aux coups de pied. La prestance ne leur faisait d'ailleurs pas défaut. On ne comptait dans leurs rangs aucun candidat à la phtisie. À l'heure des effusions intimes, leurs femmes les traitaient tous de « mon bon gros »,« ma citrouille »,« mon patapouf »,« mon gros joufflu »,« mon coco »,« mon joujou ». Ces braves gens pratiquaient l'hospitalité. Quiconque avait tâté de leur peau ou fait un whist avec eux devenait leur intime. À plus forte raison Tchitchikov, dont les manières étaient exquises et qui possédait à fond l'art de plaire. On l'aimait tant qu'il ne savait comment s'échapper. De tous côtés, il s'entendait dire « Restez encore une semaine, Pavel Ivanovitch, rien qu'une petite semaine. » Bref, il faisait florès. Voilà pour les hommes. Quant aux femmes, il produisait sur elles une impression tout bonnement stupéfiante. Pour expliquer un tant soit peu ce phénomène, il faudrait d'abord parler longuement de ces dames, de leur société, décrire à traits colorés leurs particularités morales. Mais l'auteur recule devant cette tâche ardue. D'une part, il se sent arrêté par le respect dû aux épouses de hauts dignitaires. D'autre part, mon Dieu, c'est tout simplement difficile. Les dames de N étaient... Non, impossible. La timidité me retient. Ce qu'il y avait de plus remarquable dans les dames de N,
C'est étrange, la plume refuse le service, devient de plomb. Allons, laissons à qui possède une plus riche palette le soin de dépeindre leur caractère. Crayons non seulement leur extérieur. Pour le comme il faut, les dames de N pouvaient servir d'exemple. Elles savaient se tenir, observaient minutieusement le bon ton, l'étiquette, les convenances. Suivaient surtout la mode dans ses moindres détails, l'emportant même en cela sur leurs sœurs de Pétersbourg ou de Moscou. Elles s'habillaient avec beaucoup de cachet, se promenaient en calèches élégantes, livrées à galons d'or, laquées derrière, suivant le goût du jour. La carte de visite, fût-elle écrite à la main sur un 2 de trèfle ou un as de carreau, était pour elles chose sacrée. Deux dames, amies intimes et même parentes, se prirent en haine pour une visite non rendue. Maris et parents furent impuissants à les réconcilier. On arrive à tout en ce monde, sauf à raccommoder deux dames brouillées pour une question d'étiquette. Elles restèrent à jamais en délicatesse, suivant une expression courante dans le beau monde provincial. Les questions de préséance provoquaient aussi des scènes violentes, où les maris intervenaient de la façon la plus chevaleresque. Aucun duel ne suivait ces altercations, ces messieurs appartenant tous au service civil. Mais ils se rattrapaient en faisant assaut de vilainie, procédé parfois plus pénible qu'un duel. De mœurs rigides, les dames de N s'élevaient avec une vertueuse indignation contre tout vice et tout scandale, et ne se pardonnaient aucune faiblesse. Si l'une d'elles se permettait une intrigue, tout se passait si discrètement, avec un tel souci des bienséances, que le mari lui-même, mis au courant, répondait sagement en citant le dicton compère et commerce assemblent, qu'importe au badaud. Comme les dames de Pétersbourg, celles de N, fort circonspectes dans leur discours, parlaient un langage châtié. Elles ne disaient pas je me suis mouché, j'ai transpiré, j'ai craché, mais bien je me suis soulagé le nez, j'ai eu recours à mon foulard. Elles n'avouaient pas qu'un verre ou une assiette sentait mauvais, évitant même une allusion trop directe. Elles recouraient à des périphrases telles que ce verre se conduit mal. Pour ennoblir davantage encore la langue russe, elles proscrivaient la moitié des mots, les remplaçant par des locutions françaises, d'ailleurs beaucoup plus risquées. Voilà tout ce que, sans vouloir insister, on peut dire des dames de haine. Une étude plus approfondie mettrait à nu bien d'autres choses, mais c'est jouer trop gros jeu que sonder le cœur féminin. N'insistons donc point et revenons à notre propos. Jusqu'alors, tout en rendant justice à sa parfaite éducation, les dames de N s'étaient peu occupées de Tchitchikov. Dès qu'on l'eut fait millionnaire, elles lui trouvèrent d'autres qualités. Cependant, elles n'étaient pas intéressées. Mais, question de sac mis à part, le charme secret du mot millionnaire opère sur les honnêtes gens comme sur les pieds plats. Le millionnaire a le privilège de connaître la bassesse désintéressée, de la contempler toute nue. Bien des gens savent qu'ils n'ont rien à attendre de lui, et pourtant, ils volent à sa rencontre, le saluent, lui sourient, non de cesse qu'ils ne soient invités à dîner en sa compagnie. Les dames de N subissaient-elles ce doux attrait de la bassesse? Je n'oserais l'affirmer. En tout cas, elles prêtèrent plus d'attention à Tchitchikov. Certes, disaient-elles, il n'est pas très beau, mais il a juste l'embonpoint qui sied, plus gros il déplairait. Les maigres passèrent un mauvais quart d'heure. Ils ressemblent plus à des cure-dents qu'à des hommes, affirma-t-on. Ces dames montrèrent un grand souci de toilette. On se pressait, on s'écrasait presque, aux boutiques. Les voitures y stationnaient nombreuses. Cela devint la promenade à la mode. À leur grande surprise, les marchands virent enlever en moins de rien des étoffes apportées de la foire et dont le prix trop élevé avait jusqu'alors écarté les acheteuses. Une dame vint à la messe avec des falbalas à remplir toute l'église. Le commissaire du quartier, qui se trouvait là par hasard, fit reculer la foule jusqu'au portail, afin de protéger une si riche toilette. Tchitchikov s'aperçut enfin des attentions dont il était l'objet. Un jour, en rentrant chez lui, il trouva sur la table une lettre, dont il ne put découvrir la provenance. Le garçon expliqua qu'on lui avait fait promettre le silence. Elle commençait d'un ton très décidé. « Je n'y puis résister, il faut que je t'écrive. » Puis, on y affirmait qu'il existe une secrète affinité des âmes. Cette vérité était scellée de plusieurs points, qui occupaient presque la moitié d'une ligne. Suivaient quelques aphorismes d'une si frappante justesse que nous croyons devoir les reproduire. Qu'est-ce que la vie? Une vallée d'amertume. Le monde, un ramas d'êtres insensibles. L'auteur prétendait ensuite baigner de larmes les lignes écrites par une tendre mère morte depuis 25 ans.
Elle invitait Tchitchikov à la suivre au désert, à fuir à jamais les villes, étroites enceintes où les hommes étouffent. Faute d'air et d'espace. Elle se laissait aller au plus profond des espoirs et terminait par ce quatrain. 2 tourterelles te montreront mon cadavre glacé, et leurs roucoulements te diront que je suis morte dans les larmes. Les vers boitaient sans doute, mais l'épître n'en était pas moins écrite dans le goût de l'époque. Elle ne portait ni adresse, ni signature, ni date. Un post-scriptum ajoutait que le cœur du destinataire devait deviner qui lui écrivait, et qu'on assisterait le lendemain au bal du gouverneur. L'aventure intrigua Tchitchikov. L'anonymat fouettant sa curiosité, il relut 2 fois la lettre et s'écria enfin « Je voudrais bien savoir qui a écrit cela. » Il prenait décidément la chose au sérieux. Après y avoir songé plus d'1 heure, il conclut en écartant les bras et en inclinant la tête « Voilà une lettre bien tournée. » Bien entendu, la lettre, soigneusement pliée, alla rejoindre dans la cassette un programme et un faire-part de mariage qui, depuis 7 ans, n'avaient pas changé de place. Un peu plus tard, on apporta en effet à Tchitchikov une invitation à un bal donné par le gouverneur, événement très commun dans les chefs-lieux. Qui dit gouverneur dit bal. Sinon, il ne saurait prétendre à l'affection et au respect de la noblesse. Toutes affaires cessantes, notre héros ne songea plus, et pour cause, qu'à ses préparatifs. Jamais peut-être, depuis la création du monde, toilette ne dura plus longtemps. Il consacra plus d'1 heure à se regarder au miroir, donnant à son visage toute une gamme d'expressions, gravité, déférence, enjouement, esquissant des révérences accompagnées de vagues sons assez semblables à du français, bien qu'il ignorât cette langue. Il alla jusqu'à se faire à lui-même d'agréables surprises, fronça les sourcils, joua des lèvres, tira la langue. À quel jeu ne se livre-t-on pas dans la solitude, quand on se sait joli garçon et à l'abri de toute fente indiscrète? Finalement, il se tapota le menton. « Hé, hé, le gentil museau, dit-il. Puis il commença de s'habiller, sans se départir un instant de son excellente humeur. En mettant ses bretelles, en nouant sa cravate, il saluait avec grâce, et, bien qu'il n'eût jamais dansé, il esquissa même un pas qui fit, conséquence bien innocente, trembler la commode et tomber la brosse. Son entrée au bal fit sensation. Tout le monde se précipita à sa rencontre. Celui-ci tenant encore ses cartes en main, celui-là interrompant une conversation arrivée au point culminant. Le tribunal de première instance répond à cela. Il planta là le tribunal pour courir au-devant de notre héros. « Pavel Ivanovitch! Ah, mon Dieu, Pavel Ivanovitch! Très cher Pavel Ivanovitch, respectable Pavel Ivanovitch! Vous voici, Pavel Ivanovitch, le voici! Notre Pavel Ivanovitch, dans mes bras, Pavel Ivanovitch! Laissez-moi l'embrasser bien fort, ce très cher Pavel Ivanovitch! » Tchitchikov dut subir à la fois plusieurs embrassades. À peine avait-il échappé aux bras du président qu'il se trouva dans ceux du directeur des postes. Celui-ci le passa à l'inspecteur du service d'hygiène, l'inspecteur au fermier des eaux-de-vie, le fermier à l'architecte. En l'apercevant, le gouverneur, qui paradait devant un cercle de dames en tenant d'une main un bichon et de l'autre une devise de bonbons, laissa tomber l'un et l'autre. Le bichon jappa. Bref, l'arrivée de Tchitchikov provoqua l'allégresse. On lisait sur tous les visages une expression de franc contentement, ou tout au moins le reflet de la satisfaction générale. On eût dit des fonctionnaires pendant l'inspection d'un grand chef, alors que, la première émotion passée, il voit celui-ci satisfait et l'entend de plaisanter, c'est-à-dire prononcer en souriant quelques paroles aimables. Tous se prennent aussitôt à rire de bon cœur, aussi bien les plus proches de lui que ceux qui, placés à quelque distance, ne l'ont pas très bien compris. Et même, obéissant aux lois immuables de l'imitation, l'agent de police de service à la porte, individu qui n'a jamais ri de sa vie, et vient encore de menacer les badauds du poing, laisse errer sur son visage une sorte de sourire semblable à la grimace d'un priseur qui s'apprête à éternuer. Notre héros, qui se sentait en verve, répondait à tous et à chacun, saluait à droite et à gauche, la tête comme toujours légèrement inclinée, mais avec tant d'aisance qu'il charma tout le monde. Les dames l'entourèrent d'une brillante guirlande aux délicieuses effluves. L'une sentait la rose, l'autre le printemps et les violettes. La troisième était tout imprégnée de réséda. Les narines dilatées, Tchitchikov humait toutes ces senteurs. Les toilettes décelaient un goût exquis.
les mousselines et les satins affectaient les pâles couleurs à la mode, auxquelles il serait difficile de trouver un nom, tant le goût s'est affiné. Fleurs et rubans paraient les robes dans un désordre pittoresque, bien que savamment combiné. De légers ornements posés comme par miracle sur les coiffures semblaient dire « Je m'envole, quel dommage de ne pouvoir enlever la belle avec moi ». Les tailles bien serrées paraissaient fermes et moulées. Les dames de haine, remarquons-le en passant, étaient plutôt rondelettes, mais elles se lassaient si habilement et évoluaient avec tant de grâce que leur embonpoint passait inaperçu. Elles avaient tout prévu, tout calculé. Leur décolleté ne dépassait pas la mesure, ne voilait que les charmes jugés susceptibles de causer la perte d'un homme, et dissimulait d'ailleurs avec un art consommé. Une cravate de ruban, d'une légèreté aérienne connue sous le nom de baiser, enlaçait le cou, ou bien des languettes échancrées, de fines battistes, attachées sous la robe et dénommées modesties, retombées des épaules. Bien que recouvrant les charmes jugés ainsi incapables de causer la perte d'un homme, ces modesties laissaient supposer que la perdition résidait justement en ces parages. Sans rejoindre tout à fait les manches, les gants glacés montaient un peu au-dessus du coude, laissant à découvert la partie du bras la plus excitante et qui, chez d'aucunes, était d'une enviable rondeur. Plusieurs même, en voulant les tirer trop haut, avaient déchiré leurs gants. En un mot, tout paraissait dire « Nous ne sommes pas en province, c'est la capitale, c'est Paris ». De ci de là, pourtant, un bonnet incroyable, une plume de paon décelaient un goût personnel rebelle à toutes les lois de la mode. La fausse note est de règle en province. Tchitchikov se demandait laquelle de ces dames avait bien pu lui écrire. Il avançait même la tête pour mieux les examiner, quand il se sentit frôlé par un tourbillon de coudes, de manches, de parements, de rubans, de robes, de chemisettes parfumées. Une galopade effrénée entraînait la femme du directeur des postes, le capitaine Uspravnik, une dame à plumes bleues, une dame à plumes blanches, le prince géorgien Tchink Aikilidzev, un fonctionnaire de Pétersbourg, un fonctionnaire de Moscou, le français Coucou, Perkounovski, Berebendovski et tutti quanti. Allons, c'est toute la province qui défile, murmura Tchitchikov en s'écartant. Mais dès que les dames eussent regagné, dès que les dames eurent regagné leur place, il se reprit à les dévisager, dans le fallacieux espoir de deviner sa correspondante à l'expression du regard ou de la physionomie. Peine perdue. Il se heurta à des visages indéchiffrables. Non, décidément, les femmes, se dit-il avec un geste dépité, quels êtres compliqués. Essayez donc de rendre les 1000 nuances de leur visage perpétuellement mobiles. Leurs yeux seuls sont un immense empire où l'on peut se perdre sans retour. Quels mots trouverez-vous pour en décrire l'éclat? Regard chaud, tendre, velouté, dur, câlin, languide, provoquant, coup d'archet sur le cœur? Vous vous y perdrez. C'est tout simplement la moitié galante du genre humain. Pardon, mon héros a, je crois, laissé échapper un mot populaire. Que voulez-vous? Un écrivain russe ne saurait éviter ce défaut. C'est d'ailleurs moins sa faute que celle des lecteurs, surtout de ceux qui appartiennent à la bonne société. Jamais, en effet, les gens du monde n'emploient une expression russe bien sonnante, mais ils vous accablent de vocables français, allemand, anglais, en veillant soigneusement à leur prononciation. En français, ils nasillent et grasseyent, tandis qu'en anglais ils gazouillent, donnent à leur visage une expression d'oiseau et se moquent de ceux qui ne savent point faire de même. Jamais un trait russe ne leur échappe, à moins que, par patriotisme, ils ne se bâtissent une maison de campagne en forme d'isba. Ainsi sont faits les lecteurs du grand monde, et ceux qui aspirent à en être. Et pourtant, que de prétentions! Ils exigent d'un écrivain le style le plus pur, le plus noble, le plus châtié. Ils veulent que la langue russe leur tombe du ciel dans le bec, accommodée selon les règles du bon ton, et qu'il n'ait plus qu'à jouer de la langue. Si les femmes sont bizarres, avouons que les honorables lecteurs le sont encore bien davantage. Et c'est la fin pour le moment, puisqu'on n'a pas terminé le chapitre 8, mais je m'arrête là en tout cas pour le moment. Nous passons à la pause, les amis.
Oui, en effet, Algo, c'est bien les dames de haine. Je sais jamais trop comment vous prévenir de ces cas de figure-là. C'est quelque chose qu'on voit très souvent en littérature d'ailleurs. Des noms de lieux, des noms propres grosso modo, des noms de lieux, des noms de villes, des noms de personnages, ou des années même parfois, qui sont juste à semi-dévoiler avec ici les dames de N. Donc je ne sais pas, je ne connais pas de ville russe qui commence par un N personnellement, donc je peux pas imaginer du tout de quelle ville il s'agit. Mais imaginez une ville qui commence par un N, tout simplement. Et du coup, je ne sais jamais trop comment lire ces trucs-là parce que si je lis les trois petits points en disant les dames de N, nanana, ça fait pas terrible dans la lecture. Donc du coup, voilà, j'ai pris cette habitude-là de lire juste l'initiale. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez une meilleure, si vous avez une meilleure idée, je prends, mais j'ai du mal. Et du coup, je suis content de voir que ça te plaît, Zua. Merci beaucoup. J'avoue que ça peut devenir intéressant parce que ça prend une voie, ça prend un chemin que je n'avais pas envisagé jusqu'à présent en fait. Euh, Moi je pensais, depuis le début justement, on est sur la route avec une charrette et tout, à aller chercher des paysans, à aller chercher des âmes mortes et ainsi de suite. Je m'attendais à ce qu'on reste un petit peu dans cette ambiance peut-être un peu champêtre on va dire. Et puis en fait, ouais, là on découvre un nouveau monde. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant de voir comment Tchitchikov est projeté dans ce monde un petit peu plus aristocrate, un petit peu plus bourgeois, je sais pas comment le dire exactement, un petit peu plus noble. Et du coup, de voir encore une fois les réactions autour de lui, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'au final, on parle assez peu de Tchitchikov, hein. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est le héros de l'histoire et il est assez effacé, on parle assez peu de lui, en tout cas dans ces chapitres. On a plutôt des retours sur lui. Et je trouve ça hyper malin de la part de l'auteur pour nous présenter le personnage. Voir l'effet qu'il a sur les gens, l'effet qu'il a sur son entourage, c'est beaucoup plus efficace en fait que de directement parler de lui. Donc non, je trouve ça intéressant, j'aime bien le tour que c'est en train de prendre. J'avais pas vu venir ça du tout. Est-ce que avec la correspondance, etc., il va vraiment y avoir une histoire développée autour de ça? J'ai hâte de voir. Ça pourrait être intéressant. Surtout que j'avais l'impression que ça avait été un peu balayé plus tôt dans l'histoire, que grosso modo, il n'y aurait pas trop d'histoire d'amour avec Tchitchikov. Donc là, je suis assez curieux. Est-ce que ça serait peut-être le début d'une histoire possible, étant donné que maintenant il intéresse un peu plus les gens, globalement. Je suis très, très, très curieux. Très, très curieux de voir la suite. Et du coup, merci pour cette citation du grand répertoire français. Euh, et du coup, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, encore une fois, ça j'aime beaucoup. De plus en plus, le narrateur se permet des choses que j'aime beaucoup. De plus en plus, le narrateur se permet des petites réflexions sur la société russe, sur la manière dont cette société est hiérarchisée quelque part, comment fonctionnent les relations. Euh, donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Et encore une fois, des réflexions aussi sur la langue. C'est pour moi quelque chose d'assez fascinant parce que je trouve qu'il y a des choses à dire sur la langue et je trouve qu'en littérature, paradoxalement, ça serait un peu un sujet méta quelque part. Et personnellement, dans les œuvres que j'ai lues jusqu'à présent dans ma vie, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet très très souvent mis en avant par des auteurs de littérature globalement. La langue en elle-même, de faire des commentaires sur la langue. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Ça me fait plaisir que ça soit, je trouve plus le terme, mais que ça vous emballe autant que moi. J'ai hâte d'y aller. Franchement, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de voir la suite. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, petit, petit tricks que j'aime bien de l'auteur, du narrateur. Voilà le fait, enfin de l'auteur plutôt du coup, mais
le fait en tant que narrateur, faire des adresses au lecteur et genre se plaindre des lecteurs, ça je trouve ça très très marrant aussi. Et surtout, pas se plaindre, voilà, avec un petit œil complice quoi, hein, il rigole aussi un petit peu, il fait ça sous le ton de l'humour donc ça passe bien. Et le fait de jouer le oups, pardon, mon héros a employé un mot un peu populaire, c'est pas de ma faute, c'est le héros, machin machin. Je trouve que c'est des petits tricks qui fonctionnent bien, qui sont toujours un peu amusants, qui te, voilà, dans la lecture vont te décocher un petit sourire en mode, haha, je vois très bien ce que tu fais là, mais c'est marrant. Donc pourquoi pas, j'aime bien ce genre de truc. Globalement, c'est quelque chose que j'aime assez dans la littérature même, c'est que il y a des poncifs, il y a des poncifs, il y a des trucs qu'on voit et revoit partout, mais qui restent toujours agréables. J'aime bien la complicité, voire la connivence dans certains cas, qui peut se créer avec un auteur dans sa manière de faire, dans sa manière de narrer les choses. Il y a plusieurs outils pour ça qui peuvent être vachement intéressants, vachement marrants. Après, faut que ça soit bien fait. Parce que si c'est mal fait, ça peut être très très gênant. Si t'as un auteur qui essaie de te rendre son ami un peu trop, tu peux vraiment très vite te dire que c'est forcé et te dire que son œuvre n'a pas de qualité et que juste il essaie de te draguer. Et pour le coup, je trouve ça très très désagréable. Donc ouais, la mesure est très dure à avoir dans ce cas de figure, je trouve. Mais quand c'est réussi, c'est vraiment sympa. Secrétaire nous dit, après le cas dans la langue russe est assez à part, la noblesse cherchait à se rapprocher de l'Europe, en particulier la France, au point que le français fut la langue maternelle de Pouchkine. Ah ouais, ok. Bah merci pour ces infos, c'est intéressant. Moi franchement, je vais pas mytho, je suis pas ultra doué en histoire, en géographie, et j'ai pas une énorme connaissance même géopolitique de la Russie de l'époque ou de l'Europe de l'époque, etc. J'ai les bases comme à peu près tout le monde, on va dire, mais c'est vrai que c'est pas des sujets sur lesquels je suis très balèze. Donc forcément, j'ai un peu moins de contexte pour comprendre l'histoire et de quoi il retourne. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec la littérature, c'est que ça peut faire des fenêtres un peu comme ça ouvertes sur des nouveaux mondes, sur des nouveaux points de vue, et sur des sujets qui pourraient être l'histoire, la géographie, la géopolitique, par exemple, le passé, le présent, le futur, par exemple, et encore bien d'autres choses. Mais je trouve que la littérature, la force de la littérature, c'est ça aussi, c'est de pouvoir ouvrir, voilà, tu lis un texte qui te plaît, et puis au détour d'une phrase, au détour d'un paragraphe, il va y avoir une fois de temps en temps une ouverture sur une fenêtre, enfin une fenêtre qui ouvre sur quelque chose que tu ne connais pas du tout ou pas bien, et hop, ça peut te rendre curieux, ça peut te happer, et ouais, moi c'est un pouvoir magique, je trouve, c'est génial d'attiser la curiosité comme ça. Surtout que ça attise la curiosité de manière agréable, c'est-à-dire que c'est une proposition. C'est ça qui est beau aussi. C'est une proposition. Il y a pas d'obligation. T'es pas obligé de suivre dans la fenêtre. Si t'aimes pas le livre, bah tu le lis et puis tu le fermes et puis c'est tout. Tu le mets de côté et voilà, c'est pas ta cam. Mais si voilà, si tu t'accroches, tu peux peut-être lire le livre en entier et puis tu peux peut-être commencer à lire, je sais pas moi, toute l'œuvre d'un auteur ou des auteurs à peu près similaires, ou pourquoi pas te renseigner davantage sur le contexte de l'œuvre, sur les sujets qui ont été abordés dans l'œuvre et ainsi de suite. Enfin, je trouve que c'est une formidable porte d'entrée sur beaucoup de choses, la littérature. C'est une machine à créer de la curiosité et je trouve ça. La curiosité globalement, je trouve ça cool. Bref, je vais m'arrêter là pour le bavardage et je vous propose qu'on continue et termine ce chapitre 8. Est-ce qu'il va trouver sa correspondante, sa mystérieuse correspondante? On va le découvrir. Est-ce que la situation va s'envenimer?
On va le découvrir. J'ai plutôt l'impression, peut-être, que la situation va mijoter quelque temps. J'ai l'impression que ça part là-dessus. Que la situation va mijoter quelque temps parce que il faut que Tchitchikov gagne les avantages de son escroquerie à fond avant que sa chute soit entraînée, je pense. Donc je pense que ça va encore mijoter un petit peu. On va voir comment Nicolas Gogol a organisé son texte. En tout cas, je suis assez pressé de voir. Je vous souhaite encore une bonne écoute secrétaire, Algo et Zua, également à tous ceux qui me suivraient dans l'ombre sur Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites brèves minutes, toutes petites minuscules, pour la suite et fin du live. À tout à l'heure. Chapitre 8. Suite et fin. Cependant, Tchitchikov désespérait de deviner sa correspondante. Il avait beau braquer son regard, il ne distinguait que des jeux de physionomie, capables de provoquer à la fois l'espoir et l'angoisse dans le cœur d'un infortuné mortel. Décidément, j'y renonce, conclut-il enfin, sans rien perdre pour cela de sa bonne humeur. Il échangea fort gracieusement d'aimables propos avec plusieurs de ces dames, allant de l'une à l'autre à petits pas mesurés, à la mode des rocantins à talons hauts qui courtisent les belles en trottinant alentour. Après quelques tours de droite et de gauche, il leur tira sa révérence, en décrivant du pied une sorte de queue ou de virgule. Cela plut fort aux dames, qui lui découvrirent toutes sortes de qualités et jusqu'à cet air martial dont elles raffolent. Elles faillirent même se quereller à cause de lui. Ayant remarqué qu'il se tenait de préférence près de la porte, elles s'efforçaient à l'envi d'occuper la chaise la plus proche de l'entrée. Mais devancé par l'une d'elles, ce manège leur parut le comble de l'impudence. Tchitchikov s'absorba dans son entretien avec ces dames. Celles-ci surent habilement l'accaparer en lui proposant de subtiles allégories, dont il peinait fort à deviner le sens. La sueur lui en perlait au front. Les convenances exigeaient pourtant qu'il allât tout d'abord présenter ses hommages à la maîtresse de la maison. Il ne se rappela ce devoir qu'en apercevant madame la gouvernante plantée devant lui depuis un moment. Ah, Pavel Ivanovitch, prononça celle-ci d'une voix enjôleuse, en hochant aimablement la tête. Voilà comme vous êtes. Je ne saurais reproduire exactement les paroles de cette noble personne. S'exprimant dans le style raffiné prêté aux dames et aux cavaliers par les écrivains qui se piquent de connaître le monde, elle dit à peu près « Votre cœur est-il à ce point conquis qu'il n'y reste plus un seul coin pour les victimes de votre oubli ?» Notre héros se tourna aussitôt de son côté. Il allait sans doute lui décocher un compliment Il allait sans doute lui décocher un compliment digne des Zvonsky, Linsky, Grémine et autres ingénieux militaires, héros de romans à la mode. Mais ayant par hasard levé les yeux, il parut frappé de stupeur. La gouvernante n'était pas seule. Elle donnait le bras à une fraîche blonde de 16 ans, aux traits fins et réguliers, au menton effilé, au pur ovale de Madone, type bien rare en Russie, où tout, aussi bien montagne, forêt, steppe que visage, lèvres et pieds, aime à se présenter sous de larges proportions. C'était la jeune personne que Tchitchikov, fuyant Nozdriov, avait rencontrée en route, alors que, par la sottise des cochers ou des chevaux, les deux attelages enchevêtrés avaient fourni au père Mitiaï et au père Miniaï l'occasion d'exercer leur talent. Le trouble de Tchitchikov ne lui permit pas de tourner un compliment bien senti. Il marmotta une phrase inintelligible, que n'eussent certes jamais proférée ni les Grémines, ni les Zvonsky, ni les Lydine. « Vous ne connaissez pas encore ma fille, dit la gouvernante. Elle sort de pension. Pavel Ivanovitch répondit qu'un hasard lui avait déjà procuré ce bonheur. Il ne put en dire davantage. Ce que voyant, la dame ajouta 2 ou 3 phrases par manière d'acquis et entraîna sa fille à l'autre bout du salon. Tchitchikov demeura figé sur place, comme un promeneur qui, sorti avec la ferme intention de jouir de tous les spectacles, croit tout à coup avoir oublié quelque chose. Il perd aussitôt son insouciance, prend l'air le plus stupide du monde, cherche en vain à se rappeler ce qu'il a bien pu laisser chez lui. Son mouchoir? Son porte-monnaie? Non, les voici dans sa poche. Cependant,
Une voix mystérieuse lui souffle qu'il lui manque quelque chose. Il n'aperçoit plus alors qu'à travers un brouillard la foule, les voitures, les enseignes, les shakos et les fusils du régiment qui défilent. Ainsi Tchitchikov devint subitement étranger à tout ce qui passait autour de lui. Cependant, les lèvres parfumées des dames le pressaient de questions aimables, de subtiles allusions. D'humbles mortels peuvent-elles vous demander à quoi vous songez? Dans quel heureux pays s'est envolée votre pensée? Peut-on savoir le nom de celle qui vous a plongé dans cette douce rêverie? Ces amabilités tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Tchitchikov n'y prêta aucune attention. Il poussa même l'impolitesse jusqu'à planter là ces dames pour se mettre à la recherche de la maîtresse de maison et de sa fille. Mais bien décidés à mettre en œuvre toutes leurs séductions, à employer toutes les armes dont dispose le sexe faible pour navrer nos cœurs, les belles questionneuses ne se tinrent pas pour battues. Certaines femmes, je ne dis pas toutes, ont une légère faiblesse. Quand elles ont découvert ce qu'il y a de mieux en elles, le front, les lèvres, les mains, elles croient que ces attraits sautent aux yeux et que chacun va s'écrier « Voyez le beau front régulier et l'admirable nez grec !» Celle qui possède de belles épaules s'imagine que tous les jeunes gens vont faire la haie sur son passage en poussant des cris d'admiration. Quelles divines épaules! Et n'accorderont que des regards distraits au front, au nez, aux cheveux, au visage. Ainsi raisonnent certaines femmes. Nos dames s'étaient jurées de déployer tout leur charme pendant les danses et d'y mettre en valeur leurs agréments particuliers. En valsant, la femme du directeur des postes penchait la tête avec tant de langueur qu'elle semblait vraiment une créature céleste. Une personne fort aimable, qu'une lentille sur la jambe droite, une incommodité disait-elle, avait contrainte à mettre des brodequins de velours, n'avait pas l'intention de danser. Elle fit pourtant quelques tours, afin de rabattre les grands airs de madame la directrice. Peine inutile. Tchitchikov ne regardait même pas les figures exécutées par les danseuses. Dressé sur la pointe des pieds, il tâchait de voir par-dessus les têtes où se trouvait la jolie blonde. Il se baissait pour essayer de la découvrir entre les épaules et les dos. Il la reconnut enfin, assise à côté de sa mère, au-dessus de qui se balançait majestueusement la plume d'un turban oriental. Il eut l'air de vouloir les prendre d'assaut. Je ne sais s'il obéit à l'appel du printemps ou si quelqu'un le poussa par derrière, mais il se fraya avec impétuosité un passage en dépit des obstacles. Il faillit culbuter le fermier des eaux-de-vie, qui rétablit heureusement son équilibre sur une seule jambe, car sa chute eût entraîné toute une rangée de spectateurs. Le directeur des postes s'écarta en lui lançant un regard où la surprise se mêlait à l'ironie. Tchitchikov ne remarqua ni l'un ni l'autre. Il ne voyait que la jeune blonde, fort occupée à boutonner ses gants, et qui brûlait sans doute du désir de danser. Déjà 4 couples martelaient la mazurka, les talons battaient le parquet, et un capitaine d'infanterie s'en donnait à cœur joie, en improvisant des pas difficiles à imaginer même en rêve. Louvoyant le long des danseurs, Tchitchikov arriva enfin devant la gouvernante et sa fille. Aussitôt, sa belle assurance l'abandonna, ses allures de dandy firent place à des manières empruntées. On ne saurait affirmer que notre héros fût tombé amoureux. Il est même douteux que les gens de cette sorte soient capables d'aimer. Cependant, il éprouvait une étrange sensation. Il avoua plus tard avoir cru pendant quelques minutes que le bal, son brouhaha, son agitation, se perdait dans le lointain. Trompes et violons paraissaient jouer derrière une colline. Une brume rappelant un fond vague de tableaux enveloppait toute chose. Sur ce champ imprécis se détachaient en relief les traits de la séduisante enfant, son visage ovale, sa taille menue de pensionnaire en rupture de classe, sa robe blanche, toute simple, qui moulait avec grâce des formes d'une harmonieuse pureté. Parmi la foule opaque et trouble, elle semblait une apparition lumineuse, une diaphane figurine d'ivoire. Tout arrive en ce monde. Il y a des instants où les Tchitchikovs eux-mêmes deviennent poètes. Poète est peut-être beaucoup dire. En tout cas, notre héros se sentit une âme de jeune homme, presque de hussard. S'emparant d'une chaise libre à côté de ces dames, il engagea la conversation. D'abord, les mots ne lui venaient pas. Peu à peu, sa langue se délia. Il s'enhardit. Mais, à mon vif regret, je dois constater que les gens posés, qui occupent de hautes fonctions, ne savent guère entretenir les dames. Cet art est réservé aux lieutenants, voire aux capitaines. Dieu sait comme ils s'y prennent. Leurs propos sont peu recherchés, et pourtant, la jeune fille à qui ils les tiennent se pâme de rire sur sa chaise.
Un conseiller d'État, au contraire, se perd dans des considérations sur l'immensité de la Russie, lance des compliments ampoulés, livresques, commet des plaisanteries dont il est seul à rire. Voilà pourquoi la jolie blonde se prit à bâiller au discours de Tchitchikov. Notre héros ne s'en aperçut d'ailleurs point, et continua à dévider un chapelet d'histoires plaisantes, maintes fois ressassées par lui en pareilles occasions. Dans la province de Simbirsk, chez Sofron Ivanovitch Bespietchny, devant sa fille Adélaïde Sofronovna et les trois belles-sœurs de celle-ci, Marie Gavrilovna, Alexandra Gavrilovna, Adélaïde Gavrilovna, dont la province de Riazan, chez Fyodor Fyodorovitch Peregroyev, dans celle de Penza, chez Frol Vassilievitch Pobiedonosny, et chez son frère Pierre Vassilievitch, en présence de sa belle-sœur Catherine Mikhailovna et des petites cousines de celle-ci, Rose Fyodorovna et Émilie Fyodorovna. Dans celle de Viatka, chez Pierre Varsonovievitch, où se trouvait la sœur de sa belle-fille, Pelagi Yegorovna, la nièce de celle-ci, Sophie Rostislavna, et ses deux demi-sœurs, Sophie Alexandrovna et Maklature Alexandrovna. La conduite de Tchitchikov choqua toutes les dames. À dessein de le vexer, l'une d'elles passa très près de lui en s'arrangeant de manière à frôler de ses falbalas la jeune blonde et à la souffleter du bout de son écharpe. En même temps, des lèvres parfumées à la violette laissèrent tomber derrière lui une réflexion fort mordante qu'il n'entendit point ou fit semblant de ne pas entendre. Ce en quoi il eut tort, car il ne faut pas braver l'opinion des dames, il s'en repentit par la suite, trop tard malheureusement. Un mécontentement, à tous égards justifié, se peignit sur de nombreux visages. Certes, Tchitchikov jouissait d'un grand crédit, on le tenait pour millionnaire, son aspect était imposant, voire martial. Mais il est des choses que les femmes ne sauraient pardonner à qui que ce soit. Dans certains cas, ces faibles créatures se montrent plus fermes que les hommes, et que tout au monde. Le vague dédain manifesté par Tchitchikov rétablit la bonne entente compromise par l'assaut de la chaise. On vit de perfides allusions dans quelques propos sans conséquence qui lui avaient échappé. Pour comble de malheur, un jeune homme ayant composé à la mode de province un impromptu sur les danseurs, on attribua cette pasquinade à Tchitchikov. L'indignation allait croissant. Dans tous les coins, notre héros fut déchiré à belles dents, et la pauvre pensionnaire condamnée sans appel. Une surprise fort désagréable attendait encore Pavel Ivanovitch. Tandis qu'il débitait à sa voisine exténuée force historiettes arrivées à diverses époques, et qu'il s'apprêtait même à citer Diogène le philosophe, Nozdriov apparut dans la salle de bal. Sortait-il du buffet, du petit salon vert réservé aux amateurs de jeux plus corsés que le whist? S'échappait-il de son plein gré, ou l'avait-on expulsé? En tout cas, il s'en venait tout guilleré, tirant depuis quelque temps sans doute le procureur par le bras, car le malheureux fronçait ses épais sourcils et cherchait visiblement un moyen de fuir cette amicale mais insupportable étreinte. Nozdriov, qui s'était donné du ton avec 2 verres de thé fortement arrosés de rhum, en dégoisait de toutes les couleurs. Du plus loin qu'il l'aperçut, Tchitchikov, augurant mal de la rencontre, se résolut à un sacrifice, c'est-à-dire à une prompte retraite. Par malheur, il se heurta au gouverneur qui, se déclarant ravi d'avoir enfin découvert Pavel Ivanovitch, le pria d'arbitrer une discussion qu'il avait avec 2 dames sur la constance de l'amour féminin. Nozdriov en profita pour se précipiter sur Tchitchikov. « Ah ah, le voilà, le grand propriétaire de Chersonèse !» s'écria-t-il, tandis qu'un rire formidable secouait ses joues, fraîches comme roses du printemps. « Eh bien, as-tu acheté beaucoup de morts? Figurez-vous, Excellence, claironna-t-il en se tournant vers le gouverneur, que monsieur fait commerce d'âmes mortes. Parole d'honneur. Écoute, Tchitchikov, je te le dis en bonne amitié et devant son Excellence, nous sommes entre amis, pas vrai? Tu mériterais d'être pendu. » Tchitchikov ne savait où se fourrer. « Croiriez-vous, Excellence, continuait l'autre, quand il m'a demandé de lui vendre des âmes mortes, j'ai failli crever de rire. Et maintenant qu'apprends-je? Monsieur a acquis pour 3 millions de paysans, des colons soi-disant. Beaux colons, ma foi, mais ce sont des morts qu'il a voulu m'acheter. Écoute, Tchitchikov, tu es une canaille. Parole d'honneur, une franche canaille, je te le dis devant son Excellence. Pas vrai, procureur? Le procureur, Tchitchikov et jusqu'au gouverneur perdirent contenance à ne pouvoir souffler mot.
Nozdrioff, imperturbable, poursuivait ses propos d'ivrogne. Non, vieux frère, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies dit pourquoi tu voulais acheter des âmes mortes. Écoute, Tchitchikov, ce n'est vraiment pas gentil de ta part. Tu n'as pas de meilleur ami que moi. Je te le dis devant son Excellence, pas vrai, procureur. Vous ne sauriez croire, Excellence, comme nous nous sommes attachés l'un à l'autre. Aussi vrai que me voilà devant vous. Si l'on me demandait, Nozdrioff, la main sur la conscience, qui préfères-tu de ton père ou de Tchitchikov? Je répondrais sans hésiter, Tchitchikov. Attends, mon cœur, il faut que je te donne un baiser. Permettez-moi de l'embrasser, Excellence. Ne fais pas le méchant, Tchitchikov. Laisse-moi déposer un béco sur ta joue couleur de neige. Mais l'embrasseur et son baiser furent si bien accueillis que le compère faillit s'étaler. Tout le monde s'écarta de lui. Nul ne l'écouta plus. Toutefois, son histoire d'âme morte avait été débitée à voix si haute et accompagnée d'un rire si sonore qu'elle attira l'attention des personnes les plus éloignées. À cette bizarre nouvelle, tous les visages prirent un air bêtement interrogateur. Beaucoup de dames échangèrent des regards narquois que Tchitchikov surprit avec peine. Il se troubla encore davantage en voyant poindre sur certaines physionomies une expression ambiguë. Certes, tout le monde tenait Nozdrioff pour un hâbleur fieffé, et on l'avait entendu débiter bien d'autres extravagances. Mais les mortels sont faits d'étranges sortes. L'un d'eux a-t-il appris quelque absurde commérage, aussitôt il en fait part à un autre, ne fût-ce que pour dire « Voyez quel mensonge on répand ». L'autre tend l'oreille, approuve. Oui, vous avez raison, c'est un affreux mensonge. Et il n'a rien de plus pressé que de le colporter à un troisième, afin de pouvoir s'écrier avec lui, dans un élan de noble indignation. Ah ah, l'abominable mensonge! L'absurde ragot fait ainsi le tour de la ville, et tous les habitants, après s'en être rassasiés, le proclament indigne d'attention. Cet incident, futile en apparence, affecta péniblement notre héros. Si absurde qu'elles soient, les paroles d'un sot peuvent quelquefois décontenancer un homme d'esprit. Il se sentit mal à l'aise. Il lui semblait avoir maculé debout ses souliers bien cirés. Il essaya d'oublier, de se distraire, s'assit à une table de whist, mais commit bévue sur bévue. Il joua 2 fois dans la couleur de son adversaire, et son partenaire ayant joué 3 fois la même couleur, il coupa gaillardement au lieu de se défausser. Le président, qui le tenait pour un bon joueur, n'arrivait pas à comprendre comment Pavel Ivanovitch avait pu amener sous le couperet un roi de pique sur lequel il comptait comme sur le bon Dieu. Bien entendu, le directeur des postes, le président du tribunal, le maître de police même, décochèrent à notre héros les plaisanteries d'usage. Pavel Ivanovitch a le cœur pris, nous savons pour qui il en tient. Quelque envie qu'il en eût, ce badinage ne le dérida point. Il ne retrouva même pas son assiette pendant le souper, bien que la société fût des plus agréables et que Nozdrioff eût été depuis longtemps mis à la porte, les dames ayant trouvé sa conduite par trop scandaleuse. Ne s'était-il pas avisé pendant le cotillon, de s'asseoir par terre et de tirer les danseurs par leurs basques? On n'a pas idée de ça, disaient les dames. Le souper fut très gai. À travers les candélabres à 3 branches, les vases de fleurs, les rangées de bouteilles, les compotiers de friandises, les visages décelaient le plus franc contentement. Dames, officiers, civils, se montraient aimables jusqu'à la fadeur. Les cavaliers quittaient leur place pour arracher aux serveurs les plats qu'ils présentaient fort adroitement à leurs dames. Un colonel offrit à sa voisine une assiette pleine sur la pointe de son épée. Tout en avalant force poissons et force viandes, atrocement imprégnés de moutarde, les hommes d'âge, parmi lesquels se trouvait Tchitchikov, discutaient des questions qui l'eussent d'ordinaire intéressé. Mais, ce soir-là, il ressemblait à un voyageur exténué, incapable de rassembler ses idées et de prêter à quoi que ce soit une attention soutenue. Il n'attendit même pas la fin du souper et rentra chez lui beaucoup plus tôt que de coutume. Dans la chambre bien connue du lecteur, dans cette chambre à la porte condamnée par une commode et au coin peuplé de cafards, l'état d'esprit de Tchitchikov se révéla aussi peu sûr que le fauteuil sur lequel il se laissa choir. Il éprouvait un vague malaise, une sensation de vide pénible. Que le diable emporte les balles et les inventeurs de ce sot divertissement, maugréait-il. Il y a vraiment sujet de se réjouir. Les récoltes sont mauvaises. La vie renchérit. Et pourtant nos gens ne songent qu'à se trémousser, à faire parade de leurs atours. Une de ces péronnelles en avait pour 1000 roubles sur le dos. La belle affaire. Qui paye tout cela? Les redevances?
ou qui pisait, le mari, au détriment de sa conscience. Car pourquoi prenons-nous des pots de vin, sinon pour donner à nos femmes des châles, des paniers et autres fanfreluches dont j'ignore le nom? Pour qu'une chipie quelconque n'aille pas dire que la directrice des postes était mieux habillée que notre chère épouse, nous lâchons tout de suite 1 millier de roubles. On vante les bals, leur gaieté. Quelle erreur! Cette absurde invention ne convient ni à l'esprit, ni au tempérament russe. Et quoi? Un homme adulte n'a pas honte de se faire voir tout de noir habillé, étriqué comme un diable, et de gigoter? D'aucuns même, tout en sautillant comme bouquetins, ne craignent pas de parler de choses graves. Singerie que tout cela. Parce que, à 40 ans, les Français sont aussi enfants qu'ils l'étaient à 15. Il faut que nous les imitions. Franchement, après chaque bal, je crois avoir commis un péché, et j'ai hâte de l'oublier. J'en sors la tête vide comme après un entretien avec un homme du monde. Le dissert personnage effleure tous les sujets, étale des bribes de lecture, vous éblouit de sa faconde. Mais vous ne retirez aucun profit de ses phrases creuses, et vous vous apercevez bientôt que la moindre conversation avec un homme de négoce, qui ne connaît que son affaire, mais la connaît à fond, vaut 100 fois mieux que toutes ces fariboles. Franchement, que peut-on tirer d'un bal? Si un écrivain s'avisait de le décrire, le spectacle n'y gagnerait guère. Est-il moral, immoral? Impuissant à le savoir, on jetterait le livre avec dégoût. Par cette diatribe, Tchitchikov donnait le change à son dépit. De fait, beaucoup plus qu'au bal, il en voulait à lui-même, à la sotte situation dans laquelle il s'était trouvé, au rôle équivoque qu'il avait joué. En examinant les choses avec sang-froid, il voyait bien que l'algarade ne tirait pas à conséquence. De sots propos ne sauraient lui nuire, maintenant surtout que l'affaire était bel et bien conclue. Mais l'homme est un étrange animal. L'animosité de gens qu'il n'estimait pas, et dont il maudissait la frivolité, pesait pourtant à Tchitchikov. Il devait s'avouer qu'il l'avait en partie provoqué, et cet aveu échauffait encore plus sa bile. Cependant, il ne s'en prit guère à lui-même, et l'auteur ne saurait l'en blâmer. Nous avons tous la faiblesse de nous épargner et de passer notre dépit sur nos proches, femmes, subordonnées, domestiques, ou même sur notre chaise, qui s'envole au diable et va se briser contre la porte. Tchitchikov, lui aussi, trouva bientôt sur qui décharger sa colère. Nozdriov fut arrangé de la belle manière. Jamais peut-être un coquin de staroste ou de postillon n'essuya-t-elle bordée d'injures, de la part d'un vieux routier de capitaine, ou même de général, qui ajoute aux gros mots classiques quelques pittoresques expressions de son cru. Toute la parenté du malencontreux gentiliâtre fut prise à partie, et plusieurs de ses ascendants se virent fort maltraités. Tandis qu'assis dans son méchant fauteuil, devant une chandelle dont un capuchon noir couvrait depuis longtemps la mèche expirante, Tchitchikov, en proie aux sombres pensées et à l'insomnie, invectivait copieusement Nozdriov et sa famille, tandis que la nuit, pâlissant déjà à l'approche de l'aurore, le regardait par la fenêtre, que des chants de coqs montaient au loin et que, par les rues endormies, déambulaient sans doute quelques traînes misères de conditions douteuses, ne connaissant que le seul chemin, trop fréquenté, hélas, par les riboteurs russes. Un événement de nature à aggraver la fâcheuse situation de notre héros se passait à l'autre bout de la ville. Par les ruelles éloignées, roulait en geignant un véhicule dont il eût été difficile de préciser le nom. Plus qu'à un tarantasse, à une calèche, à une britchka, il ressemblait à une pastèque pansue posée sur roue. Les côtés de cette pastèque, je veux dire les portières, qui portaient encore les traces d'une couleur jaune, fermaient fort mal, vu le mauvais état des poignées et des serrures, rafistolées à l'aide de cordes. La pastèque était bourrée de coussins, oreillers, traversins en cotonnade et encombrés de sacs qui contenaient toutes sortes de pains, brioches, galettes et craquelins. Un pâté de volaille et un pâté de poisson dominaient le tas. Un domestique en veston de coutil, à la barbe grisonnante et embroussaillée, s'accrochait par derrière à la voiture. Le grincement des charnières et des essieux rouillés réveillèrent à l'autre bout de la ville le veilleur de nuit qui, soulevant sa hallebarde, s'écria à tue-tête « Qui va là ?» Mais, ne voyant personne et n'entendant qu'un bruit sourd dans le lointain, le chevalier de la paix attrapa sur le col de sa houppelande je ne sais quel insecte qu'il exécuta sur son ongle à la lueur d'un réverbère. Cet exploit accompli, il déposa son arme et se rendormit aussitôt selon la règle de son ordre. Les chevaux attelés à la guimbarde bronchaient à chaque instant. Ils n'avaient pas été ferrés depuis longtemps et ignoraient sans doute le doux pavé des villes. Après avoir tourné nombre de rues,
Ils s'engagèrent enfin dans une ruelle obscure qui longeait la petite église paroissiale de Saint-Nicolas et s'arrêtèrent devant le presbytère. Une fille en foulard et juste au corps sauta de la voiture et se mit à secouer le portail de coups de poing dignes d'un homme. Le garçon en veste de coutil dormait comme un mort. Il fallut ensuite le tirer par les jambes hors de son siège. Des aboiements s'élevèrent. La porte cochère, enfin ouverte, engloutit à grand-peine le disgracieux carrosse. Dans la cour encombrée de piles de bois, de poulaillers et réduits d'hiver, une dame descendit de la voiture. C'était notre ancienne connaissance, Madame Korobotchka, propriétaire et secrétairesse de collège. Peu après le départ de notre héros, cette brave vieille s'était prise d'une belle frayeur à l'idée d'avoir été dupée par lui. Au bout de 3 nuits d'insomnie, elle se décida, malgré que ses chevaux ne fussent pas ferrés, à gagner la ville. Elle voulait connaître le cours exact des âmes mortes, et se convaincre qu'elle n'avait pas cédé les siennes au tiers de leur prix. L'arrivée de Madame Korobotchka eut des suites qu'une conversation entre 2 dames de la ville fera connaître au lecteur. Cette conversation... Mais non, réservons-la plutôt pour le chapitre suivant. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. C'est donc également la fin du live de ce soir. Hop. Nous passons à l'outro, les amis. Et du coup, ça me fait plaisir de voir que tu es dans l'histoire à fond, Zua. Par curiosité, t'avais écouté les épisodes précédents sur YouTube? Ou t'as pris en cours de route? Sachant que, comme je le disais en début de live, ce soir c'était le dernier live de lecture avant quelques temps, le dernier live tout court avant quelques temps, parce que je vais pas être disponible la semaine prochaine, j'ai pas mal d'obligations. Donc je serai pas disponible avant, je le répète, vendredi 17 au minimum, voire mardi 21. Donc la suite des âmes mortes, ça sera vendredi 17 ou mardi 21. Avec la conversation de ces 2 dames qui doit nous révéler la suite. Ça va être marrant. Nope, j'ai pris en cours de route, mais je pense carrément acheter le livre pour voir la suite. Ah ouais, à ce point-là, donc ça t'a vraiment plu, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir de fou. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je le dis parce que après, quand je le dis trop tard, peut-être que les gens l'entendent moins. Je sais que c'est chiant, vous entendez ça dans toutes les vidéos sur YouTube, mais je suis bien obligé quelque part parce que bah l'appel à l'action a de vraies conséquences. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube en rediffusion, si vous avez apprécié cette lecture, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike. Si vous avez apprécié, mettez pas de dislike, vous comprenez ce que je veux dire. Mettez un dislike ou un like selon votre appréciation de la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Mardi 21, jour de mon anniversaire. Oh! J'essaierai de m'en souvenir, Zua. Ça va être difficile parce que j'ai pas une mémoire de fou, mais j'essaierai de m'en souvenir. Et du coup, je vais rapidement lire ce que disait Algo, vu qu'elle a laissé des longs messages pendant ma lecture. Alors attendez. Ah, ah. Ah. Ouais, il y a beaucoup de trucs liés à la hiérarchie. Et oui, l'auteur, pour le coup, bon, j'ai envie de dire que c'est triste, mais j'ai envie de dire que bien souvent, les femmes dans la littérature, qui commencent à dater un petit peu, ne sont pas toujours hyper représentées de manière, on va dire, flatteuse. Là encore, en effet, il en a fait une description physique et on peut croire que voilà, il les réduit à des femmes intéressées par la fame ou par le fait que Tchitchikov soit millionnaire ou que sais-je. Et un peu le truc de voilà, un peu le truc d'apparat et de je veux me montrer avec les bonnes personnes et ainsi de suite. Toutefois, je mettrai le petit bémol aussi. euh,
je pense, enfin j'ai l'impression qu'il est pas ironique quand il dit ça, le narrateur. Il était aussi en mode, il y a des gens qui ont beaucoup mieux décrit ça que moi, et donc je vais pas aller plus loin dans la description des dames. Sous-entendu, ouais, sous-entendu, enfin, j'ai eu l'impression sincère, alors peut-être que je me fourvoie, peut-être que c'était complètement ironique, que le narrateur était en mode, bon, je vais pas pouvoir les décrire bien. Il y a des auteurs qui le feront bien mieux que moi. Et je sais pas, j'ai eu l'impression presque d'un narrateur un peu impressionné par les femmes et en mode c'est un sujet trop complexe, trop mystérieux et j'arrive pas à écrire dessus. Moi j'ai eu cette impression-là un peu. Mais après c'est sûr que comme dans énormément de textes de la littérature qui commencent à dater un petit peu, la place de la femme est pas dingo, mais en fait c'est aussi le reflet d'une époque, hein. C'est le reflet de l'époque où ont été écrits ces bouquins. Donc voilà, forcément la place de la femme est pas dingo. La manière qu'ils ont de parler des femmes n'est pas toujours dingo non plus. Et puis on se retrouve face à des situations un petit peu dérangeantes, forcément de nos jours, comme bon, ça devait être dérangeant aussi à l'époque pour certaines personnes, remarque. Mais en tout cas, à d'autres époques, ça c'est vachement démocratisé de voir que c'était bizarre et qu'il y avait un problème. Le fait que Tchitchikov, notre héros, semble tomber éperdument amoureux d'une fille de 16 ans, bon, c'est un peu limite quoi. On pourrait réécrire le livre, ça serait Buffy contre les âmes mortes. What? Tu as des idées bien saugrenues. En tout cas, je suis très heureux. Et c'est aussi la critique de tout l'apparat des hautes classes, nous dit secrétaire. Oui, c'est clair qu'il y a aussi une critique plus large de ça aussi, hein. C'est clair et net. C'est clair et net. En tout cas, j'ai plutôt apprécié ces chapitres parce que il développe le récit et il le débloque. On a un vrai basculement et ça c'est agréable. De voir que Tchitchikov commence le chapitre. D'ailleurs c'est quasiment les deux moitiés, enfin les deux parties de lecture que j'ai faites, c'est quasiment exactement le basculement qui s'opère entre la première partie où il se fait admirer par tous, il se fait bien voir par tout le monde et ainsi de suite, et la deuxième partie, la déchéance à partir du moment où il revoit cette jeune fille blonde et que il n'a Dieu que pour elle. Et du coup, là, tout dégringole autour de lui. La situation s'envenime petit à petit, avec notamment l'intervention de Nozdriov qui là était catastrophique, je pense, pour son cas. Euh, et ensuite le reste de la soirée où il est plus dans ses chaussettes et tout, où il va râler chez lui, etc. etc. Et un événement annoncé déjà, le retour de Madame Korobochka, je crois que c'était ça. Korobochka. Donc ça, mama. Ça, je suis très content parce qu'il y a eu un réel basculement sur ce chapitre et je me dis que l'histoire va vraiment évoluer fortement maintenant. Là, il va y avoir des choses à discuter, il va y avoir des choses à voir. Et j'aime bien, encore une fois, ce principe. C'est tout con, hein, c'est hyper basique, mais ce principe de cliffhanger, ce principe de teaser un petit peu comme on dirait aujourd'hui. Et le narrateur qui se permet du coup de dire oh, je commence à en parler. Alors, la conversation. Oh, et puis non. Oh, et puis non, je vous raconterai ça au chapitre suivant. C'est, c'est basique, mais quand c'est bien placé, quand c'est bien fait, ça passe très bien et ça attise complètement la curiosité. Donc, c'est marrant comment teaser, comme un teaser en anglais, et attiser, c'est deux mots qui se ressemblent de fou et qui veulent dire quasiment la même chose. Est-ce que, je dis peut-être n'importe quoi, est-ce que le mot tease en anglais viendrait pas du français attiser? Parce qu'il y a pas mal de mots comme ça en vrai. Très curieux. Bref, je ferai mes recherches. Sur ce, les amis, ça sera la fin du live de ce soir. Il faut que je me prépare parce que demain je me lève tôt. Donc voilà, faut vraiment que je me prépare. Donc je vais vous laisser ici. Sachez que même si je suis occupé dans les jours à venir, normalement je vais savoir mettre les rediffusions sur YouTube.
Donc j'en ai déjà une programmée demain vers 13 h je crois. Donc demain 13 h environ, vous aurez le dernier épisode sur Little Nightmares 2. Et puis le live de ce soir sera en rediff sur YouTube dimanche, si tout se passe bien. Dimanche vers 13 h aussi, un truc comme ça je pense. Voilà, voilà. Et de rien, Zua, merci à toi d'avoir rejoint, ça fait plaisir, franchement. Faut pas hésiter si vous êtes d'autres dans ce cas, des personnes qui me suivaient sur YouTube, n'hésitez pas à venir passer, faire un coucou sur Twitch à l'occasion. La majeure partie des lives de lecture, notamment, c'est le mardi et le vendredi à 21 h, ça change quasiment jamais. Et puis il y a d'autres créneaux de live, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux, les différents réseaux encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous venez de YouTube, à faire un coucou sur Twitch. Si vous venez de Twitch, à aller jeter un œil sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a plein de playlists déjà créées, il y a plein d'œuvres, donc certainement des œuvres que vous pourrez apprécier. Il y a vraiment des choses à zioter, à fouiller. Et de la même manière, n'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit même en message privé ou sur les réseaux si vous voulez, peu importe. Mais juste, ça fait trop plaisir d'entrer en communication avec vous. Donc si vous n'êtes pas trop timide et si ça vous met pas trop mal à l'aise, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je dialoguerai, que je communiquerai, qu'on se tapera des bonnes barres de rire. Bref, ça c'est plutôt lors des veillées, on va dire. Et du coup, secrétaire qui a vérifié, Tease ne vient pas d'attiser. Oh, je suis presque déçu. J'avais l'impression d'avoir trouvé un truc de fou. Mais du coup, c'est juste marrant. C'est juste marrant que Tease et attisé soient si proches. Que ce soit dans le sens ou dans le son. Ça vient du vieil anglais tisane qui signifie peigner. Ok, trop bizarre, je vois pas du tout le rapport, mais intéressant. Merci de l'info. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis rendez-vous soit vendredi 17, soit mardi 21, a priori pour la suite de la lecture. S'il y a un live imprévu qui pop, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Et je vais pas mettre de programme de live sur mes réseaux lundi comme je fais d'habitude, parce qu'a priori il n'y en aura pas, ou seulement le live de vendredi. Donc voilà, je vous préviendrai juste le jour même pour le live qui aura lieu, s'il a lieu. On est bon, à la prochaine, pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou que sais-je encore. Et bye bye!